logique de l'astroturfing, c'est vraiment d'avoir recours à une tactique communicationnelle qui vise à donner l'apparence d'un mouvement citoyen derrière une idée ou une cause. Donc, l'astroturf, c'est une marque de gazon synthétique. Et donc l'analogie est là vraiment pour faire écho aux mouvances grassroots qui, elles, émanent réellement des racines citoyennes. Alors, on serait sur une artificialisation de l'engagement citoyen. Donc, Walker définit le phénomène comme une campagne de communication qui prétend émaner spontanément des citoyens alors qu'elle est en fait créée et disséminée de manière anonyme par des intérêts. Donc, plusieurs cas ont déjà été discutés. Peut-être encore une fois, en connaissez-vous certains d'entre eux. La première photo qu'on a ici, donc, c'est un exemple de ces femmes qui ont défié l'interdit de fumer en public dans les années 20 à New York, dans un mouvement d'émancipation féministe où les cigarettes étaient présentées comme des torches de la liberté. Donc, défi l'interdit. Les inscrivaient finalement dans cette mouvance des suffragettes, dans cette mouvance émancipatoire. Or, ces femmes ne savaient pas, en se faisant, qu'elles étaient en fait instrumentalisées par l'industrie des cigarettes qui avait payé le publicitaire Edward Bernays pour qu'il développe une campagne encourageant les femmes à fumer. Donc, premier exemple, des exemples plus contemporains, Bell Canada a été reconnue coupable de désinformation populaire planifiée alors qu'elle a incité ses employés à publier des avis favorables sur différentes plateformes de médias sociaux. En Europe, le groupe Friends of Glass se présente comme un mouvement citoyen en faveur de l'usage du verre dans notre quotidien par opposition à l'usage du plastique. Or, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est l'industrie du verre qui finance ce mouvement dit citoyen. Dans le secteur commercial, McDonald's, il y a quelques années, lors de l'ouverture d'une succursale au Japon, a admis qu'elle avait payé 1000 personnes pour que celles-ci fassent la queue devant le restaurant pour montrer un peu l'engouement derrière cette ouverture. Donc, le phénomène fait l'objet d'une attention croissante de la part de la communauté scientifique. Donc, vous avez ici le nombre d'articles, la fréquence des publications scientifiques avec la mention AstroTurf dans le titre ou dans les mots-clés. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2013-2014, on a vraiment un foisonnement d'articles scientifiques sur le sujet. Donc, d'un point de vue théorique, l'intérêt d'avoir recours à ces tactiques manipulatoires partirait de la méfiance à l'endroit des grandes corporations. Donc, méfiance due à une impression de délitement du pouvoir politique devant les forces économiques, méfiance due à ce qu'on perçoit comme étant une influence indue de cercles d'élite auprès justement du pouvoir politique, méfiance due aussi à ce qu'on a appelé les côtés obscurs du lobbyisme, par exemple des accès privilégiés pour certains membres de la sphère économique ou encore l'usage de moyens disproportionnés pour convaincre dans une stratégie de lobbyisme. Donc, dans ce contexte, l'astroturfing mise sur l'authenticité citoyenne comme facteur de légitimité. Donc, la représentativité citoyenne est vue comme un gage de l'intérêt collectif pour appuyer un mouvement social ou une idéologie. Donc, on s'arrête un peu sur ce premier point. Dans le fond, la logique derrière ce premier point est similaire à celle du lobbyisme indirect, où il s'agit finalement d'exercer une pression sur les décideurs politiques afin qu'ils prennent une décision qui va dans le sens des revendications défendues. Or, lorsqu'on parle d'astroturfing, cette représentativité citoyenne, elle est inauthentique. Non, ça devrait être... En ligne, tout le monde. Ça va? En ligne, ça va. Je vais peut-être changer. C'était précieux ce matin. Ah, c'est mieux. On était dans les temps, on va essayer de rester. Alors, donc, je disais qu'on essaie donc de simuler une représentativité citoyenne, un peu comme on le fait dans le lobbyisme indirect, mais cette représentativité citoyenne, elle est inauthentique.
Maintenant, dans le secteur commercial ou de la consommation, il s'agit donc de miser sur le témoignage de consommateurs comme gage de confiance. Et donc, cette vision a recours à des ressorts similaires à ceux qui sous-tendent le phénomène de la dépublicitarisation. Donc, vous êtes sans doute familier avec le type de contenu qu'on a ici à droite, donc un contenu publicitaire qui prend la forme d'articles de journaux et dans lesquels on occulte finalement le commanditaire afin que la couverture médiatique s'apparente à celle propre aux médias gagnés. Donc, l'idée ici, c'est vraiment que la légitimité découle de l'appui d'un tiers considéré comme neutre. Donc, on le voit dans le domaine journalistique. En termes d'astroturfing, c'est le consommateur qui est considéré comme étant ce tiers parti neutre, gage donc de la confiance en l'endroit d'une marque ou d'un commerce ou d'un objet de consommation. Et enfin, dans la sphère politique, on va miser cette fois sur l'effet de levier par l'appui massif ou par la décrédibilisation massive de mouvances politiques ou de politiciens, avec l'espoir de générer un effet d'entraînement. Alors, cette stratégie mise sur ce qu'on appelle l'effet bandwagon en politique, c'est-à-dire cette tendance des individus à suivre la mouvance du groupe. Donc, en termes de vote, les études montrent que les individus ont en effet tendance à voter pour le candidat ou la candidate qui semble avoir le plus de soutien car ils veulent faire partie de la majorité. Donc, on mise un peu sur cet élan, sur cet effet d'entraînement en déployant des stratégies d'astroturfing. Donc, partant de ces constats, de ces différentes prémices qui peuvent expliquer pourquoi on a recours au phénomène, mes collègues et moi, on a donc développé le projet Astro, dont l'objectif, c'est vraiment de conceptualiser le phénomène et développer une typologie des pratiques. On souhaite aussi faire plusieurs études de cas, donc on est en plein dans ce processus. Ce qu'on veut faire avec les études de cas, c'est faire ressortir quelles sont les stratégies, les tactiques, les pratiques liées à l'astroturfing, quels sont les arguments qui soutiennent ce type de démarche manipulatoire, comment circulent ces arguments dans l'espace public, dans l'espace médiatique et avec quels effets. On s'intéresse aussi à la normalisation de la pratique de l'astroturfing, à l'éventuelle normalisation par l'industrie. On veut savoir ce que l'industrie des communications, des relations publiques pense de ces pratiques, quelles sont les frontières éthiques qu'ils ou elles tracent ou pas. Et enfin, on espère développer un outil diagnostique permettant donc de déceler ce genre de pratiques manipulatoires. Donc, avec l'ensemble de ces prémices en tête, on peut se pencher maintenant sur la représentation médiatique du phénomène. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé un peu plus de 700 articles parus au cours des 10 dernières années, donc en 2021, mentionnant le mot astroturfing ou encore ses déclinaisons. Alors, tu vas faire la bouche. Ne bouge plus. Un peu plus haut branché sur le trait. Désolé, on a un petit problème technique de diffusion dans la salle. Vous êtes mieux logé en ligne. Un peu, hein. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Donc, à travers ces 700 quelques articles, ce qu'on peut voir d'abord, c'est une évolution de la couverture médiatique. Donc, le phénomène de l'astroturfing est de plus en plus présent dans la couverture médiatique au fil des années, un peu comme on l'avait vu avec l'analyse de la production scientifique autour de ce thème. Ensuite, on s'est intéressé au secteur d'activité économique concerné par l'astroturfing par année. Donc, les cases en vert foncé correspondent aux années et aux secteurs où le nombre d'articles a été le plus nombreux. Donc, évidemment, je ne vais pas tout le tableau, mais mentionnons quand même que ce qu'on voit dans le premier cercle en rouge, c'est que depuis 2017, il y a quand même un grand nombre d'articles qui concernent des cas d'astroturfing dans le milieu politique. L'année 2017, ça coïncide, comme vous le savez, avec le début du premier mandat de Donald Trump.
où on a notamment beaucoup parlé d'ingérence étrangère. Et donc, le terme astroturfing est évoqué dans les médias en lien avec cette éventuelle ingérence étrangère. Dans le domaine de l'alimentation, c'est ce que vous avez en mauve, l'intensification, il y a une intensification qui est remarquée en 2019 et ça correspond donc à un scandale largement dénoncé dans les médias où Monsanto, la fameuse compagnie qui produit notamment le glyphosate, Monsanto Bayer aujourd'hui, recrutait des agriculteurs pro-glyphosate dans les foires commerciales par l'entremise d'hôtesses qui ne dévoilaient pas leur lien avec l'entreprise. Donc ça a fait grand bruit et ça a généré donc une couverture médiatique importante. Et le troisième cercle que vous avez dans le secteur commercial, en 2013 notamment, ça correspond, donc il y a plus d'articles, et ça correspond à la mise à jour d'un réseau de 19 entreprises qui publiaient de faux avis sur le web, sur Yelp, TripAdvisor, etc. On va revenir sur les autres détails peut-être lors de la discussion. Les médias, lorsqu'ils font référence à l'astroturfing, font référence à une diversité de pratiques. Principalement, donc, c'est ce qu'on a sur la première ligne, aux coquilles vides, c'est-à-dire donc aux groupes qui se présentent comme étant des groupes citoyens, mais qui sont en fait donc des coquilles vides, où il n'y a pas de réels citoyens derrière la façade du groupe. Donc, première grande catégorie. Deuxième grande catégorie auquel on fait référence dans l'espace médiatique, c'est la mise sur pied de campagnes de relations publiques qui ont recours à une fausse représentativité citoyenne, que ce soit par de la publicité achetée au nom de groupes citoyens ou encore par la publication de lettres ouvertes signées par des soi-disant citoyens qui finalement n'en sont pas. Et troisième grand type de pratique, ce sont les faux comptes en ligne, donc les bots, les faux comptes, où finalement il n'y a pas des citoyens derrière la démarche. Les médias traitent surtout de démarches d'astroturfing qui visent à influencer le politique par rapport aux démarches qui visent à influencer les représentations sociales ou qui sont déployées dans une finalité commerciale. Donc, comme on l'a vu d'ailleurs avec 2017 et Donald Trump, c'est vraiment l'aspect politique qui prend le plus de place dans l'espace médiatique. Quand la presse nomme les acteurs qui sont à l'origine des stratégies d'astroturfing, ce sont le plus souvent des acteurs privés qui sont ainsi identifiés. Ces acteurs privés sont donc dépeints comme ceux qui profitent des stratégies d'astroturfing. La presse fait aussi référence à des acteurs exécutants qui développent la stratégie au nom des acteurs qui l'ont initiée. Donc, ces acteurs exécutants, par exemple, ce sont des firmes de lobbying ou encore des firmes de relations publiques. Enfin, ce qui ressort de l'analyse, c'est qu'on accuse souvent l'autre de faire de l'astroturfing. Donc, on va accuser son opposant politique, par exemple, ou même son opposant, son concurrent dans le secteur commercial, de faire de l'astroturfing en vue de décrédibiliser cet opposant. Donc, ça, c'est très présent dans le secteur politique, surtout en contexte électoral, lorsqu'il y a des débats autour de modifications de projets de loi ou de projets de règlement. On voit aussi ce genre de tactique dans le secteur de l'environnement. C'est ce que vous avez tout en haut. Où les accusations sont cette fois destinées à des groupes qui remettent en doute l'origine anthropique des changements climatiques. Alors, ces groupes se font accuser d'être des groupes astroturfing. Donc, globalement, ce qu'on voit ici avec cette tendance à utiliser le terme pour accuser, pour porter des accusations de caractère inauthentique ou de caractère citoyen factice, c'est que dans l'espace médiatique, globalement, on ne cherche pas nécessairement à définir le phénomène, à réfléchir à sa conceptualisation. On utilise le terme surtout pour attaquer. Alors, tout cela nous amène, et là c'est la deuxième partie de la présentation, tout cela nous amène à ce regard conceptuel sur cette pratique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de désinformation? Donc, dans la littérature, de manière traditionnelle, on identifie 3 critères constitutifs de l'astroturfing. Pour qu'on fasse face à une démarche d'astroturfing, il faut qu'il y ait simulation d'une authenticité citoyenne, oblitération de l'instigateur, c'est-à-dire un manque de transparence quant à l'organisation qui initie la pratique, et on insiste aussi sur le fait que cette pratique mise sur le caractère trompeur de l'information diffusée. Or, ce qu'on remarque quand on regarde les différents cas qu'on a notamment repérés dans la revue de presse,
c'est que l'engagement citoyen peut être authentique, mais stimulé ou encore activé par des intérêts qui sont occultés. Donc, on pourrait concevoir l'authenticité citoyenne, et c'est notre proposition, sur un continuum allant d'une inauthenticité complète, donc la création de faux comptes, par exemple, où vraiment il n'y a pas de citoyen, à une authenticité activée ou stimulée. Par exemple, on pourrait penser que les 1000 personnes qui ont fait la queue chez McDonald's étaient contentes, étaient authentiquement heureuses qu'un McDonald's ouvre à Osaka, au Japon. Donc, on n'est pas dans le même type d'inauthenticité que lorsqu'on fait face vraiment à un vote ou un faux compte en ligne. Il pourrait y avoir usurpation d'identité, par exemple sur TripAdvisor. Donc là, on est un peu ailleurs sur le spectre. Et par ailleurs, les femmes se sont mobilisées pour revendiquer le droit de fumer en public. Ben, même si elles étaient instrumentalisées par l'entreprise, elles étaient néanmoins authentiquement convaincues par la cause. Donc, ça nous fait voir déjà un certain nombre de nuances quant au caractère authentique ou inauthentique de l'engagement citoyen. Donc, toujours en lien avec les critères constitutifs, encore une fois, ce qu'on remarque en explorant les différents cas, c'est que l'organisation instigatrice de la démarche d'astroturfing, elle peut être plus ou moins cachée, plus ou moins transparente. Par exemple, si on défile le site web de Friends of Glass, on finit par voir que c'est l'industrie du verre qui soutient ce groupe-là. Mais pour ce faire, il faut aller tout au bas de la page et il faut lire un peu les petits caractères. Hein? Donc, ce n'est pas complètement occulté, mais en même temps, c'est une transparence très relative. Même chose avec un cas qu'on a étudié, le Canada's Energy Citizen. C'est un groupe qui se présente comme étant un groupe citoyen, mais qui est financé derrière par l'industrie pétrolière canadienne, l'industrie des sables bitumineux, et qui fait la promotion du pétrole canadien issu de ces sables bitumineux. Et donc, encore une fois, si on descend tout au bas de la page, on peut voir qu'effectivement, ça a été financé et fondé par l'Association canadienne des producteurs de pétrole. Mais cette transparence, il faut la chercher, quoi. Elle est très subtile. Donc, ça nous permet d'envisager le caractère caché de l'instigateur sur un continuum également. Donc, de critères constitutifs, les 3 critères qu'on avait tout à l'heure, on passe plutôt à une nébuleuse de pratiques aux frontières floues, caractérisée par un positionnement sur 2 axes vus comme des continuums, donc l'axe de l'authenticité citoyenne et l'axe de la transparence. À partir de cette matrice, on peut donc positionner les différents cas, ce qui permet, on pense, de nuancer la nature du phénomène en fait. Maintenant, par rapport à ce qu'on avait sur le 3e critère constitutif, qui était le caractère trompeur des démarches d'astroturfing, ben, encore une fois, c'est à nuancer parce que la désinformation, à notre avis, porte davantage sur le caractère authentiquement citoyen et sur le manque de transparence du commanditaire que sur le contenu des revendications. Par exemple, dans le cas du Canada's Energy Citizen, on peut penser que les messages ne sont pas nécessairement trompeurs ou nécessairement faux. Hein, les citoyens qui s'engagent dans le Canada's Energy Citizen mettre de l'avant l'idée que le pétrole est important et crucial pour l'économie canadienne, que le pétrole est présent dans nos vies à travers toutes sortes de produits dérivés et que l'exploitation des sables bitumineux canadiens est plus éthique que l'exploitation du pétrole au Moyen-Orient. On peut être plus ou moins d'accord avec ces arguments-là. Certains de ces messages sont donc discutables. Par ailleurs, ce ne sont pas des messages qui sont faux en soi. Donc, encore une fois, ces constats commandent une certaine nuance par rapport aux définitions traditionnelles de l'astroturfing. Mentionnons tout de même que les pratiques se renouvellent rapidement et commandent beaucoup de vigilance. En étudiant le cas du Canada Energy Citizen, on s'est rendu compte, en fait, au fil de la collecte de données, que celui-ci avait complètement disparu des radars. Il avait été remplacé. Donc, lorsqu'on essayait d'aller sur le site, par exemple, du Canada's Energy Citizen, ce groupe-là avait été remplacé par le Canada Energy United, qui, lui, ne mentionnait pas d'instigateur. Donc là, on serait vraiment dans l'astroturfing très classique, hein, avec un instigateur qui est complètement occulté. On a remarqué, en outre, avec ce cas-là, qu'il y avait plusieurs groupes qui se disent des groupes citoyens, qui gravitent autour du Canada Energy Citizen. Et certains de ces groupes, donc, vont mettre en circulation des discours similaires. Souvent, ce sont les mêmes individus qui sont à l'origine d'un groupe ou de l'autre.
Or, certains de ces groupes-là correspondent à des coquilles vides. Il n'y a pas du tout de citoyens derrière le groupe. Ce sont des groupes de façade ou, dans certains cas, l'instigateur de ces groupes est complètement occupé. Donc, ça permet donc de voir que la matrice proposée paraît pertinente pour positionner ces différents groupes, encore une fois, par rapport au phénomène. Donc, tout ça nous amène à une tentative de définition. Ça va. Bon. Alors, je vais faire moins de ça. Donc, avec cette idée matricielle du phénomène, on en arrive à cette tentative. Hein, c'est tout à fait stabilisé, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Donc, ensemble coordonné de pratiques de communication visant à stimuler ou à instrumentaliser l'authenticité d'un groupe d'individus ou d'une organisation représentative afin d'influencer les décisions des instances politiques, le vote, le choix des consommateurs ou les représentations sociales de citoyens. Pour terminer, quels effets peut avoir l'astroturfing sur nos démocraties? Effectivement, on peut penser que ce genre de tactique manipulatoire est susceptible d'avoir des effets directs sur la réglementation, sur le vote, sur les comportements d'achat et sur les idéologies. Mais de manière indirecte et de manière peut-être plus insidieuse, ce sont des pratiques de désinformation qui peuvent contribuer à la montée du cynisme ambiant, qui peuvent participer à la perte de confiance dans les institutions en tant qu'agents régulateurs de l'industrie et qui peuvent amener les gens à remettre en doute systématiquement l'authenticité, ce qui risque de rejaillir sur les autres mouvements citoyens qui, eux, sont authentiques. Cette méfiance à l'endroit des groupes qui interviennent dans l'espace public. Donc, notre ambition comme groupe de recherche, c'est de sensibiliser les divers publics, pas que les publics académiques, on veut aussi sensibiliser les acteurs institutionnels, les journalistes, les citoyens et citoyennes. Et on veut, comme je disais d'entrée de jeu, développer un outil de diagnostic, ce qui n'est pas fait encore, on est en train de travailler. Donc voilà, merci. Vous pourrez compléter par des informations liées à vos questions, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Nous avons donc un petit peu d'avance, qui est assez rare dans ce genre de débat. On débute. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas, on prendra du retard. Si jamais il y a des questions de compréhension, éventuellement, on peut les poser maintenant, puisqu'on a une petite dizaine de minutes. Si ce sont des questions de fond, je vous propose plutôt de les remettre à tout à l'heure. Après la deuxième présentation, on fera un pool de questions globales. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension à ce stade? Donc, vous avez été parfaitement clair. Ça n'a pas été trop violent aujourd'hui. Est-ce que les présentations pourront être fournies? Alors, normalement, il y a un enregistrement qui est fourni de la séance. Donc, dans l'enregistrement de la séance, je pense qu'il y aura le diaporama qui est diffusé, qui a été diffusé. Sauf si maintenant vous autorisez à ce qu'on le mette en ligne après. De toute façon, il y a un compte-rendu des présentations qui est fait. Ouais. En fait, il y a deux choses. Donc, il y a l'enregistrement qui a été fait, qui va être mis plus tard sur YouTube, comme on fait chaque fois, en découpant un peu. Et puis, on prévoit dans 2-3 mois en général de publier les actes, c'est-à-dire une synthèse de l'ensemble des interventions. Ça se passe sur le site de l'Académie. D'accord, très bien. Merci. Je vous propose qu'on passe donc à la deuxième intervention. Donc là, on est toujours dans le domaine de l'astroturfing et on va rentrer dans le concret. Plus exactement, on va name and shame un petit peu plus. Ça a été rapidement évoqué au détour de la première présentation. Il y a derrière l'astroturfing des acteurs économiques, des organisations. Il y a un marché de la désinformation qui est assez peu traité jusqu'à maintenant dans la littérature académique. Et là, on va se pencher sur deux cas en particulier, enfin un cas en particulier. Cambridge Analytica, qui est assez connu, mais aussi, on va aller un peu plus loin, donc, la cartographie du secteur économique, cinquantaine d'entreprises identifiées, pas moins, et puis Cambridge Analytica n'est pas comme d'habitude sur à quel point ils ont fait du mal pendant la campagne de 2016, mais aussi qui sont les anciens employés et comment est-ce que, après Cambridge Analytica, ils se vendent sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils disent je fais partie des gens qui font cette chose-là, comment ils font pour se vendre en tant qu'employés. C'est un sujet qui fracasse nos étudiants en communication, qui voient ça comme à la fois merveilleux et aussi un problème potentiel. Ah. Ça va bien. Ça va venir.
Bien, c'est assez capricieux aujourd'hui. Oui. Je sens que la technique, je ne voudrais pas dire qu'on est hacké. Oui, voilà. Jeanne Morin-Wellini qui va nous faire la présentation de l'Université Paris, c'est ça? Vous me faites signe. Merci beaucoup. Merci déjà à toute l'équipe d'avoir organisé cette journée. Je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter les recherches, notamment cette présentation que j'ai intitulée L'économie analytica à Timor-Leste, les professionnels de la désinformation dans la géographie de l'industrie de l'information. Alors, cette recherche est partie d'un constat qui est que la littérature sur la désinformation et la couverture négative sur la désinformation, qui n'est pas forcément la même que sur la sous-information, se concentrait beaucoup sur les ingérences étrangères de la part de l'État, comme aussi, c'est comme les images, mais l'Iran aussi, et sur les plateformes de réseaux sociaux et leur rôle, notamment Facebook et X dans la désinformation. Mais le spectre des acteurs de la désinformation est en réalité assez large et on fait peu mention des acteurs privés, notamment les entreprises privées qui réalisent des campagnes de désinformation à des fins économiques. Cambridge Analytica et Tim Harris sont deux exemples relativement connus et encore pas forcément de plus. Cambridge Analytica, avec le scandale en 2016, pour son implication dans les élections de Trump pour Trump et pour le Brexit. Et Tim Harris est un réseau clandestin d'anciens membres du renseignement israélien qui a été mis en évidence par le consortium de journalistes Forbidden Stories et qui a été qualifié comme mercenaire de la désinformation. Mais entre ces deux acteurs, il existe un vaste réseau d'entreprises privées qui sont peu connues et qui se situent dans l'industrie de l'influence. Donc, j'ai mentionné ici Mindforce, Reputation Hub et AdWords Analysis and Development. Je ne pense pas que vous les connaissiez, elles sont relativement peu connues. Et elles ont pourtant été identifiées, notamment par l'État, comme ayant réalisé des campagnes d'astroturfing, comme ça a été défini dans la présentation juste avant, donc je ne vais pas revenir sur la définition de les besoins d'astroturfing. Merci beaucoup d'être mis sur ça. Et donc, tout ça, ça m'a amené à me poser la question suivante, qui est comment les entreprises privées, à l'origine de campagnes de désinformation, prospèrent et prolifèrent dans la géographie des l'emploi. Pour étudier ces sujets, j'ai utilisé principalement les rapports de l'État, mais aussi des recherches sur les réseaux sociaux, sur notamment LinkedIn et dans les registres d'entreprises. Je vais faire préciser maintenant qu'il y a toute une partie sur notamment les acteurs de l'économie que vous avez mentionné, que j'ai mis de côté parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était trop vaste. Donc, je ne vais pas revenir sur cette partie, mais principalement sur l'industrie générale. Donc, en ce qui concerne le cadre théorique, j'utilise des notions d'industrie de l'influence en référence aux travaux de Omar Berens et de Bakir et de la géométrie sur les travailleurs du numérique et de Duel qui a repris les travaux de les anciens. Donc, je voudrais montrer ici qu'il existe une variété d'entreprises privées qui utilisent la désinformation comme un service vendu sur un marché économique. Et ces entreprises s'insèrent dans une dynamique de l'industrie de l'influence qui tend à perdurer grâce aux stratégies de ces acteurs pour l'unité africaine. Alors, tout d'abord, qui sont-ils? Je voudrais montrer ici que c'est un secteur assez opaque et hétérogène qui rassemble des acteurs très divers et qui sont peu connus. Alors, leur opacité vient en partie du fait qu'ils sont peu étudiés. La recherche actuelle sur la désinformation se concentre beaucoup sur les contenus, comme on l'a vu, mais aussi les différents États qui sont impliqués. Et un exemple qui peut paraître peut-être anecdotique, mais assez représentatif,
Et le nouvel outil de IFR Lab, qui est un laboratoire spécialisé sur ces questions assez reconnu, qui a lancé ce nouvel outil Interference Téléphone pour retracer toutes les campagnes qui ont eu lieu en 2024 d'ingérence aux États-Unis. Et on peut sélectionner beaucoup de critères, mais en ce qui concerne les critères des acteurs, on peut simplement sélectionner de quelle nation ils viennent. Or, j'estime que ce n'est pas les mêmes implications si c'est un État qui a la campagne ou une entreprise à implanter. Autant le TFR Lab et l'État travaillent d'ailleurs conjointement à l'identification de ces campagnes, nomment des entreprises et insistent sur le fait que de plus en plus d'entreprises privées, notamment des relations publiques, sont à l'origine des campagnes de désinformation. Mais il n'en reste pas que, moins que ces motivations économiques sont étudiées dans la littérature académique. J'ai essayé, et n'hésite pas à me sens des panoramas global de ces acteurs privés dans ce secteur privé de la désinformation. J'ai essayé de cartographier ce secteur en répertoriant toutes les entreprises qui étaient nommées dans une cinquantaine de rapports, avec 4 critères de sélection. D'abord, que ce soit des entreprises privées, parce qu'ils nomment aussi un qu'elles soient identifiées pour comportement non authentique coordonné, donc la demande à scrutiny, qu'elles aient réalisé une campagne à l'étranger et que cette campagne soit sur des sujets ou des facteurs politiques. Donc, moi, je m'intéresse vraiment simplement à l'aspect politique et moins commercial comme donc voilà, on voit qu'il y a une diversité d'entreprises qui sont présentes, une quarantaine d'entreprises qui sont présentes un peu partout dans le monde. Elles sont aussi dans les secteurs, elles sont aussi des secteurs d'activité assez divers. Donc, principalement dans le secteur, dans le domaine du large de l'influence, dans les relations publiques, marketing, politique, mais aussi dans des secteurs comme l'informatique, le renseignement privé et parfois un peu de cette opacité, elle est renforcée par ces acteurs eux-mêmes qui se présentent de manière assez floue et opaque. Donc là, je vous ai mis des exemples de sites web, on peut passer à la suivante, c'est un d'autres sites web de différentes entreprises, et on voit que leurs présentations sont assez sobres, assez sombres, et ils utilisent des termes génériques sur l'influence, mais il y a finalement plus d'informations sur leur site, et pour avoir plus d'informations, c'est comme ça qu'il est vraiment donc là, ces sites, ce sont des sites qui ont été mis hors service suite à leur identification par l'État dans les rapports et que vous pouvez trouver sur les archives de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc ces acteurs sont assez divers, mais ont pourtant tous un point commun. Ils ont été identifiés comme ayant réalisé des campagnes d'astrodating et des informations à des fins économiques. Je vais désactiver un micro. Ok, d'accord. Voilà, donc ils utilisent la désinformation comme un service financier. Et donc ils vendent, sans le dire, des campagnes d'astrodating. Et c'est comme ça qu'ils sont détectés par l'État. Là, on a une détection sur des aspects plus techniques, des caractéristiques techniques, qui représentent principalement l'utilisation de coupons, de votes, de trolls et l'amplification de manière coordonnée pour créer une vision d'un mouvement offensif. Et si l'on étudie toutes les techniques qui sont utilisées dans ces campagnes, on retrouve généralement les mêmes réactions qu'on peut retrouver également dans la matrice des armes techniques qui sont également les mêmes méthodes employées par la Russie qui, par l'implément donc, ces méthodes vont de la
création de contenus, des faux contenus, enfin, des micro-compteurs à travers des posts, des messages. Il peut y avoir de l'utilisation de l'intelligence artificielle. A ensuite de l'amplification à travers des trolls, des bots et aussi de la publicité. Et ça c'est important, la légitimation de ce message, du discours, qui peut passer par la reprise de comptes authentiques aussi, notamment des relais locaux comme des influenceurs ou des journalistes, mais aussi la création de médias indépendants qui renvoient à des sites externes et l'usurpation d'identité de constitution, d'associations, de personnalités politiques pour les estimer sur les sites. Donc, ces campagnes sont vendues et élaborées, enfin, elles sont vendues à des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Parfois, si vous pensez, par exemple, payer 6 millions d'euros pour une campagne sur une élection en Afrique, et Brittany Fraser, qui était lanceuse d'alerte, Cambridge Analytica, a diffusé des documents internes à l'entreprise qui révélaient qu'ils avaient posé 3,9 millions d'euros pour une campagne au Kenya et 1,8 million pour la campagne au Nigeria, sachant que l'ancienne diffusion avait dépensé 800 000 euros et qu'elle était économique de la marche. Mais les méthodes qu'ils utilisent ne sont pas nécessairement dévoilées aux clients et sont vendues comme des campagnes d'influence. Donc, cette implication dans le secteur de l'influence leur permet de prospérer dans une église de l'industrie de l'influence. Ces entreprises, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas extraordinaires et elles s'inscrivent dans un secteur relativement classique de l'industrie de l'influence et particulièrement de relations publiques. Ici, je fais référence aux travaux qui visent à relativiser le limite de la spécificité, comme l'appelle l'AVM, autour de ces acteurs. Et notamment, Jonathan Darkus-Hang et Lee Edwards ont montré que utiliser et présenter ces producteurs de l'information comme ce qu'ils appellent des exceptional villains, des champs extraordinaires, voilà, barrer le coup de limite. D'abord, ça rejette la faute sur une poignée d'acteurs mauvais, et tandis que les autres acteurs plus possibles peuvent se dévoiler de ces campagnes, et ça ne rend pas compte de la géométrie de cette industrie d'influence. Et ça ne permet pas non plus de rendre compte des motivations qui existent derrière ces acteurs et ces campagnes, qui peuvent être d'ordre économique ou de relations de pouvoir au sein de l'organisation. Mais ces auteurs insistent également sur le fait que ces pratiques liées à la désinformation et aux mensonges organisés, comme Tim Edwards en référence à Hannah Arendt, font depuis longtemps partie de la vie politique et sont présents dans le secteur des relations publiques. Hugo Souza de Coxy, qui est un historien spécialisé dans les cabinets de relations publiques et d'Internet, on l'a mentionné dans la présentation juste avant, considéré comme un docteur de la a montré que ces cabinets de relations publiques et d'Internet utilisaient déjà ces techniques au départ de désinformation comme des moyens d'influence. Ça a été mentionné par exemple la torture de campagne. Donc ces acteurs peuvent ainsi déborder sur différents secteurs où les limites ne sont pas clairement établies. Ces entreprises s'inscrivent dans un secteur qui est peu codifié, donc les qualités de zone de miroir, en référence aux travaux d'élimination, dans le sens où l'État ne parvient pas à assurer sa domination et à imposer une population. Alors, contrairement au secteur de la publicité qui a été relativement assez strictement régulé, les volontés de régulation du secteur des relations publiques n'ont pas vraiment débouché sur des cadres réglementaires et juridiques très clairs. Donc, il y a bien eu des tentatives d'élaboration de
d'éthique et de déontologie de la profession face à différents chartes et codes de conduite, mais qui ont plutôt abouti à des déclarations d'intention et sans mise en place de sanctions et de règles contraignantes pour ce secteur. On est en plus dans un contexte international. Ces entreprises opèrent dans différents pays avec des cadres juridiques très divers. Et la dimension éthique et juridique ne semble pas représenter une préoccupation majeure pour certains de ces acteurs, comme le montre la situation de Brittany Glaser, et aussi comme le montre le fait qu'il n'y a généralement pas d'équipe de juristes dans leur entreprise. Et donc, ils profitent de ce flou juridique, notamment sur la question de la désinformation. Donc, la question ici peut être quelles limites éthiques ces entreprises peuvent se fixer et jusqu'où il est possible de toucher ces limites. Voilà, donc pour conclure, on voit que la désinformation ne finit pas les acteurs étatiques ou les entreprises et l'aspect économique peut représenter un défi pour les études sur la désinformation. J'aimerais souligner l'importance de la recherche sur les effets de ces campagnes d'influence dans l'efficacité et même très régulièrement pour les institutions, même par l'État. Je pense que s'il ne faut pas sous-estimer ces campagnes, c'est important aussi de ne pas surévaluer et de dramatiser leur impact, comme c'est parfois le cas. Car ça peut être évidemment contre-productif, car comme l'ont montré Sylvain Laurence et Stéphane Laurence sur différents sujets, l'influence a besoin d'une croyance en l'influence pour être efficace, et ces acteurs ont donc intérêt à ce que l'on croie que l'efficacité de leur campagne pour continuer à prospérer. D'accord, merci beaucoup. Du coup, on est parfaitement dans les temps. Il nous reste 4 minutes que je vous propose de consacrer à des échanges, en plus des 30 minutes déjà prévues. Voilà. À ce stade, est-ce qu'il y a déjà quelques questions, soit de compréhension, de retour sur différentes choses? Donc, Thierry. Voilà, donc, déjà pour remercier. Je dirais effectivement que, comme vous l'avez rappelé, on a l'impression que, et comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est un phénomène qui a explosé ces derniers temps, mais qui est en fait plutôt comme le monde. Déjà dans Sun Tzu, on retrouve l'art de faire couvrir des bruits tendancieux. Enfin, il y a déjà, donc c'est assez ancien. Je voudrais dire aussi que par rapport à notre sujet, je trouve que c'était vraiment bien de commencer par ça, parce qu'on voit que la désinformation, c'est pas seulement la désinformation sur le message, mais qu'il y a aussi le fait de cacher l'émetteur pour diffuser le même message. Et moi, j'ai mon expérience auprès des institutions européennes, parce qu'en dehors même de s'attaquer à des messages, etc., on voit que c'est une stratégie de combat assez puissante. Avec François, on avait travaillé à un moment donné dans un article justement sur les problématiques de communication sensible. On avait repéré, par exemple, des ONG qui se présentaient pour la sauvegarde des abeilles. Et en fait, comme vous l'avez dit sur un autre sujet, c'était financé à 100% par Bayer. Et en fait, c'est un moyen pour certaines grandes entreprises de pénétrer à l'intérieur d'organes consultatifs, en fait, en faisant une stratégie de lobbying pure et dure. Mais simplement, ça leur permet de pénétrer de l'intérieur des organes décisionnels importants, donc, en étant totalement cachés. Et on a eu ici, justement, à l'Académie des controverses, comme tu l'as dit, Stéphanie, il y a quelques temps, on avait fait un séminaire justement consacré à l'extraterrestre. Et moi, j'ai toujours en tête cet exemple fabuleux qui avait été mis en évidence par une ONG environnementale qui est les Émulateurs. C'était au moment où on parlait du grand débat sur la publicité. Et en fait, il y avait des demandes d'interdiction de la publicité sur les pages numériques, etc. Et en fait, il y avait un mouvement qui avait l'impression d'avoir germé comme ça, de manière totalement autonome, pour dire que l'ensemble des commerçants pouvaient conserver des enseignes publicitaires, etc. Et c'était vraiment présenté comme une initiative de petits commerçants qui voulaient conserver leur liberté, etc. Et en fait, les Émulateurs, on regardait à l'intérieur, on essaie de remonter.
Et en fait, notamment, se sont aperçus que l'adresse IP de cette fédération, soi-disant, de commerçants autonomes, c'était la même que, je ne sais plus si c'était JC2Co ou Clear Channel, enfin, des méga grands, etc. Donc, en fait, on voit que c'est pareil, c'est le même type de message. Alors, ils étaient présentés comme les petits commerçants cherchent à défendre leur liberté, leur gagne-pain, etc. Et en fait, c'était juste les plus grandes multinationales de la publicité qui étaient derrière ça. Mais c'est plus facile pour elles de se présenter comme petits commerçants plutôt que de dire, voilà, c'est le lobby de la proximité. Donc, on voit qu'on a des enjeux économiques qui sont considérables. Est-ce qu'il y a les premières interventions savoir si les grands modèles d'intelligence artificielle allaient automatiser du coup, tout en fait, hein, les campagnes d'exploitation. Et la deuxième question, c'est aussi lié au mouvement citoyen. Et par exemple, l'AFD récemment a utilisé l'économie de journée pour créer, avec beaucoup de pour créer en fait des militants du coup, qui viennent de campagnes notamment sur les réseaux sociaux. Et ces votes, c'est les plus en plus capables de parler également des citoyens, et vraiment aller avec eux, avec plusieurs personnages pour être créés, c'est des votes. Je laisse l'une ou répondre. Alors, sur l'intelligence artificielle, c'est déjà utilisé par certaines entreprises, notamment si on fait un outil qui s'appelle ACE, qui permet de créer des bâtiments dans le profil, mais assez élaboré. C'est pas juste des votes avec un document, mais c'est assez élaboré. C'est vraiment ce qui revient souvent dans les entretiens que j'ai eu avec les personnes qui ont impliqué sur le marché, c'est que les mouvements, enfin les campagnes qu'ils réalisent génèrent de l'engagement, génèrent peu d'engagement. Et même si l'outil est utilisé à grande échelle, en fait, ce sont des sans relais vraiment authentique, la campagne ne prend pas le une campagne prend que ça n'a pas de temps et je sais que ça c'était un niveau de l'intelligence artificielle que j'avais actuellement. Ben, j'aborde tout à fait. Ce qu'on a fait notamment, on est en train donc, de documenter différents cas et on s'est intéressé justement à une campagne de bots autour du chef du Parti conservateur au Canada, Pierre Poilievre, qui a des grandes chances de remporter. Et en fait, c'était des bots qui soutenaient une apparition publique qu'il avait fait. Et puis bon, en fait, à travers un repérage, une analyse des discours, on pouvait voir que la structure de chacune des publications Twitter émanant de ces bots était la même et les mots-clés étaient les mêmes. Alors, c'est comme ça qu'on a pu repérer qu'effectivement, c'était créé toute pièce par une intelligence artificielle. Or, ça a été décelé quand même par X qui a mis fin, qui a coupé, en fait, et là, notre collègue de données s'est arrêté là, puisque finalement, tous les bots ont été éliminés. Ce qui est intéressant, quand tu dis, ça prend quand même faut que tu sois relayé, ça prend un événement pour que ça puisse prendre vie, que ça puisse effectivement avoir un rôle dans l'influence de l'opinion publique. Ce qu'on a pu comprendre avec cette campagne de bots-là, c'est qu'on mettait en place, avec l'intelligence artificielle, toutes sortes de bots qui étaient prêts à être réactivés au gré du déroulé des événements. Alors, ce n'était pas nécessairement des bots qui étaient bon, on mentionnait la campagne de Poilievre, on pouvait repérer que la structure de ces bots était similaire d'un bot à l'autre. Mais au final, c'était assez peu, c'était des prises de position politiques très distantes, mais tout était là pour intervenir au moment où un événement se gérait. Alors, c'est vraiment, donc oui, je pense que ça s'explique. Je pense que c'est préoccupant. L'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même toujours, je pense, un humain derrière qui décide de mettre de l'avant ce genre de campagne. Et Jeanne l'a bien mentionné, ce qu'on veut faire, nous, c'est d'aller voir les professionnels de la communication, des relations publiques pour voir quelles sont les limites qu'ils et elles se posent et définissent par rapport à leurs pratiques. Parce qu'effectivement, les codes de déontologie, les codes d'éthique mentionnent l'astroturfing comme étant une démarche à prohiber. Mais il n'y a pas de loi derrière, il n'y a pas de conséquences strictes
pense que oui, l'intelligence artificielle peut complexifier la donne. Il n'empêche qu'il y a quand même des humains derrière qui vont commander ces campagnes. D'autres questions? Oui, allez-y. Moi, c'est une fois par rapport à cette question-là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans le discours qui est tenu par les acteurs, après, le client, les clients doivent demander en détail ce qui est prévu dans le plan d'action. Et cette journée, vous avez travaillé sur la sphère politique. Ça veut dire que la sphère politique, dans le discours politique, c'est aussi peut-être au mieux, il ne peut pas tout savoir. Et même un client privé, une marque, ne va pas forcément rentrer dans le détail. Mais ça fait cette question, parce que quand on peut démarrer votre fondation par une grille, c'est vraiment dans les bâtiments, non, c'est une grille aussi pour les clients, les demandeurs de personnes. Les grilles par partenariat, par ligne à fonction. Mais ça veut dire que l'équipe, ce n'est pas que l'outil de l'agence, c'est aussi l'outil de gestion. Effectivement, pour la part du client, ça permet aussi de se dégager si il y a des intermédiaires. C'est pas seulement le client et la campagne, mais pour accéder à l'entreprise, parfois à certaines entreprises, des PF, des cercles, un peu des entreprises, notamment si vous parlez, il faut passer par un intermédiaire. Lui-même passe par un intermédiaire pour attendre le client. Donc, les clients, le plan intermédiaire pour mettre les clients de se débrouiller en cas de plan de la campagne. Et aussi, on reste très plus sur les techniques. Cambridge Analytica avait utilisé les services de Team Campaign à l'époque, comme les services de appui, vous avez récupéré les données financières grâce aux compétences de sécurité en enseignement privé. Et ça, il avait fait partie à la des liens entre ces entreprises. Oui, je suis d'accord, effectivement, et la question éthique, elle est vraiment centrale dans ça, mais dans les cas que vous avez montré tous les deux, les clients, en fait, sont pas très éthiques à la base, hein, Monsanto Bayer ou les pays en question, c'est parfois des dictatures, donc pour eux, l'éthique, ça passe un peu de côté. Par contre, ce que je suis très surpris, c'est de voir le côté un peu Tartuffe de Meta ou Twitter qui font on va désactiver, on supprime, alors que derrière, on sait très bien que c'est là qu'ils engrangent des revenus. Parce qu'il y a tous ces contenus qui sont diffusés, qui créent du trafic, qui créent de la présence, qui créent du débat, qui créent du buzz, etc. Donc, comment est-ce qu'ils se positionnent? Parce que vous analysez tous les deux des rapports qui peuvent sortir de ces institutions. Comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à ça? En disant on fait un espace plus sain ou plus clair, mais en même temps, c'est quand même un espace où on encourage et où c'est du débat et de la controverse, voire de l'astroturfing, ça nous arrange aussi un petit peu. Je ne sais pas quelle est leur posture éthique, eux, en tant que plateforme là-dessus, ou est-ce qu'au contraire, ils sont totalement distants de ça? C'est assez difficile de savoir. De manière générale, de manière officielle, l'exposition n'est pas et comme l'État a quand même des équipes assez importantes pour les spécialistes de cette économie. Mais effectivement, ils nomment certaines entreprises, mais ils ne nomment pas toutes les entreprises. C'est par exemple qu'ils ont enlevé de leur plateforme leur niveau de téléporter sans les nommer dans leur rapport officiel. Donc, c'est assez intéressant de demander quels sont les facteurs qui font que les nommer telle ou telle entreprise et quels sont leurs intérêts, eux, à nommer les entreprises. Il y a des grandes entreprises de relations qui ont été identifiées par d'autres chercheurs comme réaliser ces campagnes qui n'ont pas été étudiées, peut-être démontrées, mais en tout cas pas de manière dans un rapport de manière officielle. Donc, ça, c'est une question qui n'est pas là. Et je pense qu'on serait naïf de se reposer sur la bonne volonté de ces entreprises qui montrent effectivement pas de blanche, mais
Et derrière, ça prend des réglementations fortes. On ne peut pas penser que ces entreprises-là vont être totalement transparentes et parce qu'effectivement, il y a des revenus à la clé. Et les États interviennent. Merci pour la question. En fait, ce qu'on voudrait, c'est vraiment un outil diagnostic qui puisse servir autant aux journalistes, mais aux citoyens et citoyennes. Par exemple, moi, si je suis dans un groupe d'intérêt qui promeut une réglementation quelconque sur les abeilles et que je vois qu'il y a un groupe citoyen sur lequel je suis quelques doutes, est-ce que je pourrais avoir un outil? La forme que prendra cet outil-là, je pense que ça reste beaucoup on est au début du processus, mais c'est sûr qu'il y a des mécanismes informatique qui pourrait permettre quand même de définir justement des créations de l'intelligence artificielle, un peu comme on l'a fait avec l'exemple que je vous donnais sur Pierre Poilievre. Il y a quand même des structures discursives qui permettent d'identifier certaines récurrences et là, ça permet de dire, alors, on est peut-être pas devant un citoyen, une citoyenne authentique. Donc, il y a l'aspect technologique qui va entrer en ligne de compte et c'est mon collègue Camille Allouin qui parle là-dedans. Il y a l'aspect discursif aussi qui va nous permettre justement avec les références de pouvoir, si on parle de quelque chose qui est des informations de donc, encore à développer. Ça me fait plaisir de venir représenter quand on sera rendu là. Mais c'est ça, on vise un usage. J'ai mentionné les journalistes, les citoyens et citoyennes, les titulaires de charges publiques également qui font l'objet de ces démarches d'influence qui puissent aussi pouvoir voilà, diagnostiquer s'ils font face à quel genre d'authenticité citoyenne ils font face. Je souhaite un usage plus élargi. Parce que moi, si vous interrogez aussi de l'autre ensemble, et l'accusation d'être victime d'une campagne de l'information, ou de la chiropratie, ou peut-être la cible de vote. Et en fait, on voit de plus en plus des cancers de controverse, cancers économiques, une espèce de façon de fois et je peux balayer tout ça en disant je suis la cible d'une campagne, je suis la cible des votes qui sont sortis. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. Ou alors, oui, c'est dans la journée, on va voir un citoyen, mais il y a effectivement peut-être derrière des intérêts, mais aussi des fois des choses de l'intérêt. Je me demandais si vous m'interrogez aussi cet aspect-là, des fois, d'évacuer une forme de politique. Ce n'est que, on va pas le l'art aussi, excusez-moi. Ça serait bien comprendre la question, mais peut-être que vous l'avez bien compris. Vous auriez un exemple pour qu'on s'apprécie là, comme ça, non, ou alors sur des micro-séquences argumentatives, mais des formes. La question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des mouvements citoyens qui seraient accusés de faire de la photographie alors qu'ils n'en font pas? Alors, pas forcément spécifiquement de la photographie, mais il y a finalement beaucoup parler comme ça, d'influence étrangère ou d'influence de mouvements artificiels. Pensez à des qui en Inde ou en Russie, par exemple. Ben, moi, j'ai retenu le fait que c'est d'utilité parce qu'on serait attaqué par les montagnes. Mais moi, je trouve l'angle tout à fait intéressant. Je dirais que dans la revue de presse, dans l'analyse de presse qui a été présentée, ce qui ressort, c'est davantage l'accusation que la victimisation. Donc, on ne le voit pas nécessairement, mais je pense que ce serait tout à fait intéressant de vérité à examiner à partir de certains cas. D'abord pour Stéphanie, puis ensuite. Moi, j'ai bien compris qu'en gros, j'avais un peu la sensation qu'on est revenu à une forme de plurirédactionnel, mais à l'heure des réseaux sociaux numériques, hein, qu'on connaissait déjà dans les 70-80 dans la presse, et on ne disait pas qui était. J'assimilerais ça à une forme de confusionnisme ambiant et très entretenu. Une chose que vous n'avez pas beaucoup dit l'une l'autre, c'est quand même que vous avez parlé d'entreprise, vous avez parlé de certains pays, donc vous n'avez pas une personne, vous n'avez pas tellement dit que c'est quand même utilisé par principalement des régimes autoritaires dans des pays qui sont autoritaires et que c'est au service de projets qui sont souvent autoritaires. Et qu'on a quand même un prisme là, on parlait beaucoup de politique, mais on a l'impression que tous les politiques pourraient l'utiliser, pas certains de cette autorité-là. Notamment, j'ai parlé de Bandwagon.
J'ai fait de la psychosociale, il me semble que c'est juste un effet de conformisme, un H, avec des effets psychologiques induits. Il n'y a pas là forcément de choses tout à fait nouvelles. Et donc, ma question serait la suivante. Puisque vous travaillez sur un diagnostic, on a dit sur la question, diagnostic, outil, très bien, mais on a l'impression qu'en fait, même si on a le diagnostic, même si on a les outils, puisque en face, on a des gens qui, comme Cambridge Analytica, disent bah, on fait juste du marketing un peu plus agressif que les autres. Je ne vois pas ce que vous nous reprochez. Nos clients ils ont bien le droit de savoir qui sont les uns les autres. Et donc, ma question précise, dans votre résumé, vous proposez un terme, un autre terme que astroturfie, je pense qu'il n'y a pas de culture vous proposez similitantisme. Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez déjà réfléchi à des termes un petit peu plus, je dirais, précis et également agressifs? J'en livre quelques-uns qui sortent de la discussion que nous venons voir. Il y a le mot bandit, qui a sorti plusieurs fois. Il y a le vol d'identité, d'idées, par exemple. Le fake speech ou autre. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter d'être trop gentil avec ce type de choses parce que ce sera ma question à vous. Oui. D'abord, je sors de là en disant est-ce qu'il y a des législations qui sont applicables? Est-ce qu'en fait, on n'est pas juste dans une discussion de sciences de l'information et de la communication qui, comme d'habitude, dit oh là là, le marketing, et surtout quand il est offensif, c'est pas bien. L'agence de Public Relations, ils sont vraiment méchants. Oh, ils font de l'influence. Ça, c'est pas gentil. Parce que Cambridge Analytica, moi, j'avais un peu suivi sur les questions d'extrême droite. Ils ont dit, mais nous, on a fait que des choses légales, et c'est du marketing. Plus, bien ciblé, bien foutu, mais c'est du marketing. On avait 270 000 personnes, on a touché quelques millions, et comme le disait Thierry tout à l'heure, il y a toujours eu des agents. Je ne vois pas comment on mettrait des limites éthiques à des entreprises privées qui font du business. Oui, c'est business is business. L'influence, comme vous l'avez très bien dit, il y a toujours intérêt à part plus l'influence que vous voulez, parce que vous voulez faire du business avec ça. Ma question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui des législations, des moyens, des outils réels pour dire ce sont des entreprises qui ont des pratiques qui ne sont absolument pas acceptables, mais pas seulement en termes éthiques, au-delà, en termes juridiques. Merci pour la question. Je pense que en tout cas, ce qui ressort de notre analyse jusqu'ici, c'est que dans le domaine commercial, on a certaines crises parce qu'avec la loi, bon, c'est sûr qu'on a étudié le contexte canadien, mais la loi sur la protection du consommateur, par exemple, la loi sur la concurrence, on ne peut pas dire des choses fausses. Et quand je mentionnais le cas de Bell Canada, Bell Canada a été reconnu coupable parce qu'il y avait un stratagème mensonger autour du fait que ses employés vantaient les mérites de l'organisation de l'entreprise. Donc, il y a certaines crises juridiques du côté commercial. Par ailleurs, ces crises-là sont faibles parce que, justement, et c'est là où on pense que la vision matricielle est intéressante, comme je vous le disais, on n'est pas nécessairement dans le faux. Quand même le cas des employés de Bell, et je ne vais pas dire en détail, mais à la limite, l'employé peut être convaincu que son entreprise c'est la meilleure au monde et puis il fait un commentaire. Est-ce qu'on est dans le faux? Pas nécessairement. Lorsque les gens, les supporters du Canada viennent disent que le pétrole canadien est plus éthique que le pétrole du Moyen-Orient, est-ce qu'on est dans le faux? Donc, la crise juridique est difficile sur le plan commercial. Sur le plan politique, donc quand on fait référence aux similitudes artistiques, moi j'aime bien le terme, toujours dans cette idée qu'on est sur un continuum. Alors, ça peut être plus ou moins méchant, hein, donc, alors que dans certains cas, comme on l'a vu, il y a une certaine authenticité citoyenne mais qui est instrumentalisée. On a au Canada une loi sur le lobbyisme et donc, en vertu de cette loi-là, les entreprises qui font des appels au grand public doivent, comme démarche de lobbyisme, donc qui mettent de l'avant des démarches de lobbyisme, doivent inscrire au registre des lobbyistes. Alors, si moi, je fais un appel au grand public et que dans le cadre de cet appel-là, j'instrumentalise une authenticité citoyenne, normalement, je devrais l'inscrire au registre des lobbyistes. Est-ce que c'est fait? Est-ce que la commissaire au lobbyiste a les clés, les dents, les moyens, les ressources nécessaires pour appréhender ce genre de cas qui ne seraient pas déclarés? Donc, encore une fois, on a une législation qui est là, mais c'est plutôt ça. C'est plus dur à mettre. Les travailleurs avec cette partie de la législation.
Il y a aussi des législations qui concernent le financement des campagnes, le recours au appui, par exemple, c'est bien, mais en fait, toute cette forme de jeu, ce sont sur les différentes méthodes et sur des aspects très précis de certaines campagnes. Il y a aussi certains pays qui ont des règles sur la désinformation, et puis là, par exemple, la législation pour la désinformation, mais qui est toujours très difficile à mettre en place. Et de manière générale, la législation sur la désinformation, en ce qui concerne les contenus, est toujours sur un terrain assez vague, parce que tout ce qui concerne les contenus peut ensuite être utile de censure ou de censurer certaines personnes. Donc, les lois sur la désinformation en termes de contenu, je ne sais pas si elles sont même souhaitables, en fait. Oui, je vais sur ces aspects de contenu, d'enregistrement, de quelle entreprise, quel client, de quelle campagne, exactement dire le montant qui a été utilisé pour cette campagne, les méthodes, etc. Et en ce qui concerne donc, les régimes autoritaires, c'est que j'ai l'habitude de voir des présentations, ou en tout cas d'entendre dans les médias ce discours qui appuie justement seulement sur ces régimes autoritaires. Alors, je pense effectivement que c'est un point très important. On accuse évidemment la Russie, donc la Russie, effectivement, comme une cuisine, aussi d'autres chercheurs montrent ces techniques, et effectivement, la Russie met en place une campagne, mais comme d'autres régimes autoritaires. Ce que je trouvais intéressant ici, c'était de voir comment même les régimes autoritaires peuvent avoir un recours à des entreprises privées. Donc, la Russie a eu recours, par exemple, à ASP et Structura, qui ont des contrats avec le régime. Et comment des entreprises privées, même des pays de démocratie occidentale, vont aller dans d'autres pays faire des campagnes. On a des entreprises américaines qui vont dans une entreprise au Moyen-Orient qui font des campagnes également au Moyen-Orient. Mais effectivement, les clients sont principalement des clients dans les régimes autoritaires. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que des fois, sur une élection, il peut y avoir deux entreprises qui sont pour les deux candidats différents d'une même campagne. Donc, ce n'est pas forcément un côté de deux, donc pas forcément un outil seulement de dictateur. Bien les exemples, parce que dans notre littérature, c'est un régime fasciste. Mais non. Je ne parlais pas de régime forcément. Je parlais de Donc, Nigel Farage me semble quand même être un porteur d'un modèle autoritaire. On ne parlait pas, pardon. On ne parlait pas de régime autoritaire, on parlait de l'AFD. L'AFD est bien les partis de type autoritaire. Idem pour la Roumanie d'aujourd'hui, idem pour le Front National, idem pour la télé d'Italie, idem pour. On parlait plutôt de ces forces-là. Et c'est ça qui est intéressant, le lien avec le privé, en fait. Le fait que les entreprises. Oui, on ne parlait pas de régime, principalement de mouvements autoritaires dans des démocraties ou dans des autres pays. En l'occurrence, Israël et la Russie, pour ce qui concerne les
Ça va être comme une passation de main, et puis après. Une question. Oui, ça, vous, en tant que chercheur, est-ce que vous ne pensez pas que justement le curseur sur la notion même des informations, il n'a pas eu lieu? Le monde Armstrong, je crois que c'est quoi, 40 000 mensonges inexactitudes, donc ça fait à peu près une trentaine par jour. Donc, quand un émetteur politique ne peut pas attaquer absolument parce qu'il n'est pas très compris, a produit autant de fake news en disant que les autres font des fake news. Et c'était déjà il y a une fois. Ça va sans doute empirer. Et quand vous avez aussi un détournement, alors ça c'est lié notamment par le premier graphe de la notion qui par la droite type alt-right, sur la notion de liberté d'expression. Peut-être que par exemple, dans une démocratie comme la démocratie française, l'arrivée d'une chaîne comme CNews, il n'y a pas de contrainte, ça peut faire l'opinion toute la journée. Et la part d'information est réduite à la élevée, et qu'il n'y a pas de contrainte législative dans l'autorisation des maîtres, sur le fait qu'il doit y avoir l'information et l'opinion, et que toutes les semaines, par exemple, il y a des attentes sur le discours sur l'environnement, une autre d'opinion, une adhésion qui raconte n'importe quoi et qui ne sont pas contredits par l'animateur automatique. Et la notion des informations, en fait, et tu vois, rien n'est question, je pense là que est-ce qu'on n'est pas déjà un peu en retard? Donc on voit, je pense que c'est le bon exemple là, il y en a. Vous savez, on n'est pas dans le rythme autoritaire. C'est une illégalité. Pas encore dans les territoires c'est arrivé. Là, c'est bien de dire, plusieurs années pour parler de la sécurité. On voit bien que le sujet, c'est pas ce qu'il faut. Et en plus, parce qu'on appelle la France, qui atterrit à faire un miracle sur la rivière. Et ça, les religions ont commencé bien avant ça. On regarde des porte-à-porte de Jéhovah ou des campagnes électorales en Méditerranée. Voilà, on est sur des mécanismes similaires. Donc, évidemment qu'il y a un enjeu personnel à donner du budget aux citoyens et effectivement qu'ils soient plus avertis, etc. Là-dessus, les médias n'avaient plus les efforts parfois. Aussi, parce qu'ils n'ont pas du mal avec les projections de femmes, la première fois qu'ils ont perdu l'innovation. Ils n'ont pas vu arriver des gilets jaunes. Ça dit quelque chose de leur capacité à prendre la température de votre pays normalement. Je veux dire que, du coup, est-ce que vraiment la capacité à sensibiliser les citoyens en leur laissant un peu la démocratie passe toujours par ces mêmes sujets, exactement, mais que sachant que on sait qu'aujourd'hui, la perception est bien plus majeure aux faits, aux chiffres et aux démonstrations implacables scientifiques. Et là, effectivement, quand on dit que ça, voilà, ça n'empêche absolument pas de faire. Et quand vous regardez des études d'opinion, de sélection, la réalité, c'est que ça les laisse complètement différents. Et c'est par les plus. Et deux Trump, ils sont d'accord pour peut-être des informations, etc. Quand vous avez un événement qui explique aux gens maintenant, le gars, c'est vous. Voilà, donc du coup, de dire que les vrais sont malheureusement venus. Donc, comment vous, dans vos recherches, vous décidez de faire avec ça pour quand même proposer des outils, des solutions, etc. Je pense que la discussion est fascinante. Le curseur a bougé, j'ai une étude et je n'arrive pas à avoir la référence tout de suite, mais une étude qui a été menée auprès des jeunes par le Centre d'études sur les médias de l'Université Laval au Québec et qui montre que justement cet attachement à la vérité, il est très, très relativisé. C'est-à-dire que ce n'est plus le facteur premier. On veut être diverti, on veut faire face à l'opinion. On sait que c'est de l'opinion, mais on ne cherche pas pour autant le retour vers les faits. Donc oui, est-ce que tout ça a bougé? Malheureusement, je pense que oui. Vous avez raison. Et puis, ces stratégies-là d'astroturfing qui existent depuis très longtemps, mais elles s'amplifient, elles font appel maintenant à des mécanismes plus drastiques, avec plus d'efficacité. Alors oui, je pense que ça a bougé.
comment faire comme chercheur. Bon, je vais parler de multidiagnostic, de démarche de sensibilisation. Je pense que ça passe beaucoup par l'éducation. Je pense quand même qu'on fait des bonnes choses. Moi, j'ai des ados qui ont des cours d'éducation à la citoyenneté, où on parle de ces choses-là. Je pense que tout n'est pas noir pour autant, mais effectivement, il y a une relativisation de ce qu'est de ce qui sont les faits, de ce qu'est la vérité, et de l'importance des faits par rapport à sur l'éducation. Je pense que c'est important l'aspect savoir chercher les sources. On va travailler sur le contenu, est-ce que c'est vrai ou faux. On va travailler sur comment bien chercher l'information, etc. Et ensuite, la recherche, Jonathan Frankenstein, par exemple, a étudié les permatrolles utiles et lui, il se concentre sur les employés des permatrolles, et il se concentre aussi sur les acteurs de la pratique. Pourquoi il fait ça? Et puis, il dit que finalement, que c'est simplement parce que ça leur rapporte, et que ça rapporte l'argent, et qu'ils donnent des trolls parce que les entreprises écoutent ces activités. Et de travailler sur les acteurs de leur pratique. Merci. Une petite anecdote pour finir. Keanu Reeves, donc l'acteur qui jouait dans Matrix, raconte à qui veut l'entendre que récemment, il discutait avec des adolescents amis, des adolescents qui étaient les enfants de ses amis, des gens très éduqués, de la côte ouest américaine. Et ces adolescents de 17-18 ans lui demandaient, mais c'est quoi ce film dans lequel tu as joué? Donc, il essaie d'expliquer, c'est quelqu'un qui essaie de déterminer si lui monte dans la vraie vie, dans une matrice informatique. Et il a été surpris parce que ces adolescents, ils demandaient, mais quoi ça sert? Il est bien dans la matrice. Pourquoi il en fait? Voilà. Ça a beaucoup marqué parce qu'il a eu l'impression que tout le monde se rappelle que ce film est purement du 21e siècle en termes d'imaginaire et d'emploi de mouvement. Donc, c'est le principal acteur. Et aujourd'hui, il y a la question de savoir si éventuellement les jeunes, comme je le disais exactement, veulent encore avoir la vérité ou pas. En tout cas, je vous remercie pour vos deux présentations. Elles étaient riches et je pense qu'elles vont bien dire cette journée de travail. Voilà. Nous avons terminé à 10h. Wow, tout pile. Merci à vous. Donc, on a 10-15 minutes de pause. Donc, profitez-en parce que ils viennent après pour récupérer l'ensemble. Donc, servez-vous. Pour nos amis en ligne, on va mettre en pause juste le temps du café et puis on se retrouve dans 15 minutes pour la suite.